Bonjour à toutes et à tous, c'est le suivi du menu crowdfunding. La petite émission dans laquelle on passe en revue les projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif qui s'apprêtent à s'achever, à se terminer ou auquel il reste moins de 10 jours de campagne. Cette semaine, c'est relativement léger, on a un petit peu moins de projets que d'habitude qui se terminent dans la semaine à venir. Du coup, sans plus tarder, on est parti. Une seule annulation cette semaine, il s'agit de Demlock Rise of the Guilds qui a été annulé après avoir été présenté dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier pour ceux que ça intéresserait. Un jeu qui nous provenait d'Italie, qui était blindé de figurines, qui avait fixé un objectif de financement parfaitement irréalisable. 350 000 euros pour un primo-éditeur, c'était vraiment pas du tout réaliste comme objectif de financement. Du coup, ils l'ont appris dans la douleur, du coup évidemment avec 42 contributeurs, la décision aurait dû être même prise plus rapidement qu'elle ne l'a été. Petite update importante du 6 juillet pour en savoir un petit peu plus sur l'annulation de cette campagne. Update dans laquelle ils nous disent qu'ils vont prendre un petit peu de temps pour tout simplement réfléchir à pourquoi les choses ne sont pas passées comme ils le souhaitaient. En même temps, l'objectif était encore une fois vraiment très irréaliste, mais donc ils vont prendre quelques temps, probablement quelques mois, pour repenser un petit peu le projet, peut-être également la page de présentation, même voir peut-être l'idée même de passer par du financement participatif, je ne sais pas, ce n'est pas encore très précis dans cette dernière update, mais en tout cas, on devrait entendre parler d'eux d'ici quelques temps à nouveau pour peut-être une nouvelle tentative. Voilà pour Demlock Rise of the Guilds, annulé avec seulement 42 contributeurs. Présenté dans le menu du 19 juin, j'avais déjà dit la semaine dernière que ça allait visiblement mal se mettre. Et bien bon, là maintenant c'est acté, alors qu'il reste moins de 48 heures avant la fin du projet. Battle for Glory Rome, ce petit jeu de gladiateur qui nous vient d'Australie, qui l'aurait cru, va véritablement mordre la poussière. Là c'est maintenant une certitude, enfin ça a été déjà la semaine dernière, mais là c'est complètement acté et entériné. 36 contributeurs seulement pour ce projet qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 19 juin dernier. Bon, un petit jeu qui paye pas de mine, c'est vrai, mais qui se voulait relativement familial, avec un thème qui pour lui-même ne l'est pas forcément tant que ça, pour des parties relativement courtes, mais c'est vrai que dans cette thématique des combats de gladiateurs, il y a peut-être d'autres jeux qui sont un petit peu plus convaincants, qui sont peut-être un peu plus visuellement agréables à regarder également. Bref, pas grand-chose à mettre à leur actif en termes de, de critiques positives. Battle for Glory, on en reparlera peut-être aussi un jour, mais à vrai dire, je n'en sais rien parce que vous le voyez, actu 0, commentaire 0, autrement dit, une campagne rondement menée en termes de communication également. Donc pour Battle for Glory, les reverra-t-on? Là, c'est beaucoup moins sûr, honnêtement. Présenté le 19 juin dernier dans le menu crowdfunding, Cheese Factory pour le coup lui est financé avec 910 contributeurs alors qu'il reste à l'heure actuelle 53 heures avant la fin de la campagne. Vous vous dites environ qu'il vous reste 28-29 heures lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube et vous serez à peu près bon. C'est donc un petit jeu pour 2 à 4 joueurs pour 30 minutes la partie dans lequel vous allez développer votre petit engine building, votre moteur de production pour fabriquer du fromage dans une usine que vous allez elle-même développer et agrandir via des machines, etc., qui vous permettront de faire des fromages un peu plus originaux. Alors vous le voyez, c'est placé dans un univers de fantasy, très clairement, des fromages qui ressemblent à rien, avec des ingrédients qui ressemblent à rien, avec une direction artistique, bon je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle ressemble à rien non plus, mais elle est quand même pas très jolie. Et pourtant, vous le voyez, ce nouveau jeu de Jason Anarchy fait quand même 910 contributeurs, ce qui est quand même pas rien, alors qu'il reste donc un peu plus de 48 heures au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui veut dire qu'on va dépasser les 1000 je pense, certainement un peu plus, 1000, 1100 peut-être contributeurs d'ici la fin de la campagne. Faut dire que Jason Anarchy, malgré des jeux qui sont pas visuellement extraordinaires et qui ont pas l'air d'avoir un gameplay qui devrait laisser des souvenirs immémoriaux et impérissables, jouit quand même d'une fanbase, d'une communauté qui le suit assez fidèlement. Vous le voyez avec quelques-uns des jeux qu'on aperçoit ici, notamment récemment on avait vu Reap qui avait fait 652, mais encore avant Drinking Quest qui a bénéficié de plusieurs extensions, qui a fait par exemple ici 1500, précédemment 860 ou encore ici 1200, enfin 1119 pardon, bref. Il a quand même une petite fanbase à lui,
Les jeux n'ont pas l'air vraiment extraordinaires, mais bon, ça fait quand même le job visiblement, parce que ça attire quand même, mine de rien, pas mal de monde. Reste que c'est un jeu relativement peu cher, en tout cas pour ceux qui résident sur le territoire américain. Voilà pour Cheese Factory, dernier passage sur le suivi du menu, avec 53 heures avant la fin de la campagne. Au moment où j'enregistre, vous enlevez 24 heures pour avoir le temps qui vous reste à peu près lorsque la vidéo sera en ligne. Présenté dans le menu du 3 juillet dernier, Midnight Saga, ce jeu qui vous propose, comment dirais-je, d'incarner des petites soubrettes, en gros, qui vont se transformer en guerrières défenseuses de leur royaume, eh bien, aborde le dernier virage de sa campagne avec 59 heures restantes. 387 contributeurs, le projet est financé avec 46 000 € sur 20 000 nécessaires environ, et c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire d'ailleurs, puisque le projet ne présente aucun stretch goals pour une simple et bonne raison. C'est un jeu qui a déjà été édité et publié au Japon, et en fait ils le reproduisent tel quel, mais en version anglaise pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est d'ailleurs l'une des spécialités de Lionwing Publishing, qui va donc proposer des localisations de jeux japonais. Voilà. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 3 juillet pour en apprendre un petit peu plus sur Midnight Saga. Donc 387 contributeurs à 60 heures environ de la fin de la campagne. On devrait aller chercher 450, voire flirter avec les 500, mais pas beaucoup plus. On enchaîne avec Olymplax, The All-in-One Sports Board Game, qui est un jeu que je n'ai pas présenté dans le menu, puisque bon, encore une fois, ça fait partie de ces jeux qui est un petit peu passé sous le radar, enfin sous le radar pas tout le monde visiblement, puisque ça a quand même attiré 642 contributeurs à 5 jours de la fin de la campagne, ce qui est plutôt un joli résultat pour Plax, donc c'est le 4e projet sur Kickstarter. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez de votre côté, moi j'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Apparemment c'est un éditeur qui s'est focalisé un petit peu sur des jeux de sport, si j'ai bien compris, mêlé à du jeu d'adresse apparemment. On avait déjà eu Pitch and Plax, qui était un jeu de mini-golf qui avait attiré 1800 personnes, ce qui est quand même pas mal du tout. On avait aussi eu un premier essai pour Plax, pour un jeu de football, qui s'était achevé par un échec en 2019, puis qui était revenu un peu plus tard avec 250 contributeurs. Cette fois-ci ça avait été financé, mais sans avoir un résultat aussi conséquent que ce petit jeu de mini-golf qu'ils ont publié par la suite. Et ils nous reviennent donc avec ce petit jeu Olymplax qui cette fois-ci vous propose plusieurs sports en un seul jeu, mais tout en se basant toujours sur ce mécanisme de pichenette, de petits jeux d'adresse. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas trop récalcitrants envers justement les jeux de pichenette, donc clairement les joueurs qui ne sont pas comme moi, parce que bon, les jeux d'adresse, moi ça m'attire pas du tout, j'avoue, eh bien ça pourrait éventuellement être un jeu qui vous intéresse, avec 642 contributeurs à 5 jours de la fin de la campagne, 33 000 € d'engrangés. Voilà, c'est un petit jeu qui va vous proposer une expérience sportive, ludique, dans lequel vous allez pouvoir tenter d'effectuer plusieurs épreuves de sport différentes en vous basant sur de la pichenette, pour pouvoir ensuite, via un plateau différent que l'on voit ici, notamment, qui va servir à plusieurs sports, eh bien, effectuer diverses épreuves, comme du hockey sur gazon, du football, ce genre de choses-là, en gros. Moi, je ne vais pas passer non plus trop de temps pour la présentation, mais vous aurez aussi du basketball, vous aurez du hockey, vous aurez du golf également, peut-être du football également, que sais-je, je n'ai pas été chercher tous les détails. Hockey, football, climbing, donc peut-être de l'escalade également, bon, du golf, du frisbee, pourquoi pas, du saut en hauteur également. Voilà, ça peut être assez fun pour ceux qui sont plutôt friands de ce genre de jeu-là, ce qui n'est pas trop mon cas, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste quand même par curiosité le prix. Le jeu de base vous coûtera 39 €, ce qui n'est pas non plus complètement pété en termes de prix, d'autant plus qu'il devrait être à 60 € une fois qu'il arrive en boutique, apparemment. Ensuite, on a une version limited pour 50 € qui doit être un petit peu deluxifiée, j'imagine que c'est ça. Kickstarter Exclusive Disc, peut-être. C'est la même chose en haut, donc je sais pas. Là, du coup, je sais pas trop qu'est-ce que ça change, mais bon, j'ai pas pris le temps de chercher. Bah, justement, c'est peut-être ici, justement. Ouais, bah, j'ai écouté, je sais pas. Il y a marqué Kickstarter dessus, mais est-ce que ça veut dire que c'est la seule différence? Est-ce que simplement dessus c'est écrit Kickstarter et c'est la seule différence avec l'édition normale? Peut-être. Auquel cas, si ça coûte 10 € de plus, c'est vraiment juste du pur mécénat. Je sais pas, faudrait regarder. Voilà, vous avez différentes offres pour en prendre plusieurs. Vous pouvez même aller chercher les précédents jeux de Plax, évidemment. Ce serait dommage de s'en priver pour l'éditeur. Et puis voilà, pour les frais de port, vous irez regarder ici dans le tableau. Ça peut varier entre 14 € ou même 6 si vous êtes résident de l'Espagne, à 19 pour le Canada, voire 12 pour l'Asie éventuellement. Voilà pour Olymplax, The All-in-One Sports Board Game, qui a déjà attiré donc 650 contributeurs environ à 5 jours de la fin de sa campagne.
On continue avec Dice Throne, Santa vs Krampus, donc le nouvel épisode avec seulement 2 personnages de la célèbre licence Dice Throne, qui, comme d'habitude avec les jeux de Roxley en règle générale, fait un excellent résultat. Bon là quand même, je m'attendais pas à autant, j'avoue que Dice Throne, étant moi-même un grand fan, j'étais quand même assez déçu, vous l'aurez déjà vu certainement si vous suivez le menu crowdfunding, assez déçu de cette doublette de personnages. Parce que j'ai toujours du mal, moi, à mélanger des types de personnages qui font pas partie de l'univers de Dice Throne, mais qui font partie de notre folklore à nous, humains. Et du coup, c'est plus aussi fantaisiste que ne peut l'être Dice Throne à l'origine, bien que le jeu d'origine mélange déjà pas mal de phénotypes, de stéréotypes de personnages de fantasy divers et variés. Mais là, franchement, jouer le Père Noël ou une sorte de père fouettard à l'américaine, ça m'intéresse pas autre mesure. Et je suis donc assez surpris de constater que les fans sont au rendez-vous, avec plus de 8300 contributeurs à l'heure actuelle, alors qu'il reste actuellement moins d'une semaine avant la fin de la campagne. On pourrait même aller jusqu'à dire que bon là ils ont quasiment plié Kickstarter, quoi. Ils l'ont pris. Ils en ont fait un origami. Voilà. 8383 contributeurs à l'heure actuelle, 582 000 dollars, enfin euros, pardon, d'engrangés à 6 jours de la fin de la campagne. C'est assez conséquent pour un petit épisode de Dice Throne qui ne comporte que 2 personnages. Mais, je l'ai déjà rappelé lors de la présentation du jeu, donc dans le menu crowdfunding du 10 juillet. L'intérêt aussi de cette campagne, vous pouvez aussi prendre les miniatures pré-peintes des 2 personnages en question pour les utiliser dans Dice Throne Adventures, certes, mais aussi pour ceux qui ne s'intéresseraient pas aux 2 nouveaux personnages, l'occasion d'aller choper des petits correctifs pour les personnages que vous voyez ici. Donc la Huntress, la Vampire Lord, et puis également j'oublie encore son nom, comme la semaine dernière, c'est pas possible, c'est pas le stratège, c'est le tactician, ça y est, donc le tacticien en gros. Et il a fallu du temps pour que ça me revienne. J'aurais certainement fait une petite coupe comme ça un petit peu sournoise, un petit peu cachée, mais du coup comme je le dévoile à l'instant, ce sera plus aussi évident du coup. Bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par l'occasion de leur donner un petit boost, parce que ça fait quand même partie des personnages réputés pour être les plus difficiles, ou en tout cas pour être les plus faibles des 2 saisons en fait. Ils sont tous les 3 par hasard, entre guillemets, dans la saison 2. Mais ils sont considérés comme étant les plus faibles généralement par beaucoup de joueurs, même si beaucoup d'autres les trouvent au contraire très puissants. C'est vrai que dans Dice Throne, il y a toujours cette dimension de maîtrise en fait des personnages. Il faut les apprendre, il faut les jouer assez souvent pour comprendre leur gameplay, et puis peut-être que leur gameplay ne vous ira tout simplement pas, ça ne conviendra pas forcément à votre profil de joueur. Ces 3-là étaient intéressants. Pour ma part, j'ai de plus en plus de réussite avec la Huntress. Mais c'est vrai que les 2 autres, j'ai beaucoup de mal à les jouer, et du coup, on a ici un petit balance kit, donc un petit kit de rééquilibrage pour pouvoir leur donner un peu plus de chance de vaincre leurs opposants, ce qui veut bien dire que même les auteurs eux-mêmes reconnaissent finalement qu'ils sont peut-être un petit peu moins équilibrés que les autres. Donc au-delà de ça, vous avez aussi la chance, l'opportunité de mettre la main sur la totalité du gameplay sorti jusqu'à présent, donc la saison 1, la saison 2, Dice Throne Adventures, et donc ce nouveau pack de 2 personnages. Également le all-in de chez All-in avec tout le matos, donc les miniatures pré-peintes, les protège-cartes à l'effigie des personnages, et même les tapis de néoprène, mais là ça va coûter un bras, 600 $. Voilà, je ne vais pas redire exactement mot pour mot ce que j'ai dit, de toute façon il y a déjà 3 jours dans le menu crowdfunding, pardon. Donc je vous laisse là pour Dice Throne Santa vs Krampus. C'est déjà la dernière apparition du jeu sur le suivi, puisqu'il reste actuellement moins d'une semaine. Le projet devrait, je pense, atteindre les peut-être 10 000 contributeurs d'ici la fin de la campagne quand même, je pense. Autre jeu présenté le 10 juillet dernier, en même temps que Dice Throne, donc il y a 3 jours à peine, mais avec une campagne très courte, donc on les retrouve tout de suite dans le suivi. Il s'agit de Fleet Fleet Xenowars, donc l'extension de Fleet Fleet, petit jeu d'adresse, encore une fois de Pichenette, c'est déjà le 2e aujourd'hui, qui a déjà attiré 265 contributeurs et 22 000 livres, et donc il reste 6 jours avant la fin de la campagne, donc je vous laisse bien évidemment aller revoir le segment de la vidéo du 10 juillet dernier pour en apprendre plus sur ce petit jeu d'adresse dans l'espace intergalactique.
Et ma foi, j'ai pas grand chose de plus à dire. On va quand même rapidement peut-être voir les stretch goals s'il y en a. Oui, il y en avait quelques-uns. Alors, on était à combien actuellement? 22 000, c'est ça? 22 000, c'est ça. Donc, il doit y avoir quand même quelques petits stretch goals qui se baladent par-ci, par-là. Les voici. On a donc des Extra Bombers, Extra Soldier, Extra Sirocco, un Playmat également. Pour le reste, ce n'est pas encore débloqué, mais on devrait pouvoir en avoir encore un, peut-être même deux, à voir. Mais bon, c'est pas fou pour l'instant en termes de stretch goals non plus, même si c'est vrai, il y a peut-être un playmat ajouté dans les stretch goals. C'est plutôt pas mal ça en soi. Même si je suis pas sûr qu'il soit d'une grande utilité, visiblement il n'y a pas d'emplacement particulier sur la map, donc bon, a priori ça sert pas à grand chose, mais c'est un petit confort de gameplay supplémentaire. On va pour Fleet Fleet Xenowars. On enchaîne avec Winter Racing Courchevel-Méribel 2023 qui a été présenté dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier. Petit projet français qui nous vient de Asteroid Games. Malheureusement ça n'a pas tellement évolué depuis la dernière présentation du jeu et pourtant ils ont revu un petit peu les niveaux de pledge. Le premier était à 40, il est descendu à 35, ce qui le rend un petit peu plus attractif. Et puis celui qui est à 60 maintenant s'accompagne de petits goodies supplémentaires. Donc pour accompagner un pledge qui était déjà conséquent avec un jeu, donc Winter Racing plus le deuxième avec les complots faciles pour briller en société. Et maintenant vous avez des petits, des pins, des trucs comme ça. Donc des petits goodies un petit peu dans tous les sens qui vont apparemment avec leur jeu précédent, donc de complots faciles pour briller en société. Mais bon, cela étant dit, ça se porte pas très bien. Il reste un peu moins d'une semaine. 21 quoi d'ailleurs, c'est 19 contributions, mais 21 quoi 21 de prévente, d'accord. Peut-être des pledges avec 2 ou 3 copies dedans, on va aller savoir. Mais bon, c'est très loin d'être suffisant, 35%. Donc voilà, c'est pas folichon pour l'instant. Bon, évidemment, je leur souhaite de réussir leur finale, leur dernière semaine de campagne, même si ça risque d'être un petit peu compliqué d'aller chercher cet objectif. Même si heureusement sur Ulule, les objectifs sont relativement simples à aller chercher en termes numériques, mais encore faut-il pouvoir attirer le regard, ce qui n'est pas forcément le cas des projets de Ulule, contrairement à ceux de Kickstarter ou GameFound par exemple. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu léger, on verra ce que ça donne d'ici la fin de la semaine à venir, mais en l'état, ça sent un petit peu le sapin, même si pour le coup c'est thématique, même si je leur souhaite bien évidemment le contraire. Autre jeu présenté le 3 juillet dernier, Drop Bears, le nouveau projet de Platypus Industries qui avait précédemment pondu un jeu assez original en solo, à savoir The Ratcatcher. Et bien cette fois-ci c'est encore un jeu assez original avec encore une fois des bébêtes, à savoir des pandas un petit peu sanguinaires qui vous tombent dessus depuis les arbres dans lesquels ils sont perchés et qui vont chercher à vous bouffer. Et il vous faudra survivre une nuit entière dans une région un petit peu désertique, enfin pas désertique mais un petit peu paumée en Australie. Je rappelle que les Drop Bears sont des animaux folkloriques qui n'existent pas véritablement. Soyez rassurés, vous pouvez voyager en Australie, il y a d'autres bêtes tout aussi mortelles, mais il n'y a pas de Drop Bears. Quoi qu'il en soit, pour Drop Bears, y avait-il des stretch goals? J'ai un petit peu perdu la mémoire. Oui, il y en avait quelques-uns ici. On a eu de nouvelles tuiles de lieux que vous pourrez aller explorer. Lieux qui vous permettront parfois de vous cacher, un petit peu de vous dissimuler ou d'aller recueillir certaines ressources qui vous permettront éventuellement de mieux survivre aux potentielles attaques de ces fameux pandas sanguinaires. Ensuite, on a ajouté aussi The Garbo, c'est un campeur supplémentaire. D'accord, un nouveau personnage utilisable, pourquoi pas, avec son set de tokens, de dés, etc. peut-être. Ensuite, on aura une qualité de finition un petit peu améliorée pour les dés. Et puis également, on aura une épaisseur revue à la hausse pour les tuiles, donc une petite augmentation aussi de qualité de matériel. Pour le reste, ce n'est pas encore financé, mais on pourra potentiellement avoir une nouvelle miniature de Drop Bear supplémentaire. Donc elles sont toutes uniques si je me souviens bien. Il y en avait déjà 3 voilà, qui étaient déjà toutes uniques et on aura potentiellement une nouvelle par derrière. Ma foi, c'est à peu près tout pour Drop Bears. Il reste une semaine pile poil au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui veut dire qu'il restera donc 6 jours lorsque vous verrez ce segment de la vidéo. En tout cas pour l'instant, 1336 contributeurs se sont jetés sur le projet comme les Drop Bears se jettent sur les touristes et ils ont amassé 78 526 € pour l'heure. On avait déjà vu ça récemment avec Ancient Blood, qui a fait une campagne sur GameFound, puis une seconde sur Kickstarter quelques mois à peine après, alors que le jeu n'était pas encore produit.
Eh bien, Battleville Carnival nous sort un petit peu la même chose, mais avec encore moins d'espacement entre les deux campagnes, me semble-t-il, puisqu'on avait déjà vu Battleville Carnival, c'était quand en avril, je me souviens, il y a 2 ou 3 mois, du côté de chez GameFound, et ils nous repondent la même campagne 2-3 mois après sur Kickstarter. Donc Loot Ninja, vous le voyez, c'est le premier projet parce que en fait leur projet en question avait d'abord eu lieu sur, avait déjà été établi sur GameFound, et donc ils nous reviennent 2-3 mois après sur Kickstarter. Alors vous le savez peut-être, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans le menu crowdfunding, sur Kickstarter il est interdit de proposer un même projet 2 fois consécutivement, mais par contre si vous passez sur GameFound, il n'a pas encore vu le jour sur Kickstarter, donc vous avez le droit de proposer la même chose. Et est-ce que c'est une stratégie qui est en train de se développer de manière un peu plus commune? C'est pas impossible, ça fait déjà 2 ou 3 projets en l'espace de quelques mois qui ont fait d'abord une première campagne sur GameFound, qui en font ensuite une deuxième sur Kickstarter. Donc bon, je sais pas, on verra si ça se reproduit plus régulièrement dans les mois à venir. C'est assez étrange comme approche, j'avoue. Mais bon, en tout cas, c'est un jeu qui avait connu un relativement joli succès sur GameFound, avec quoi 400-500 contributeurs, je crois, pour un premier éditeur, avec un gameplay qui avait l'air relativement intéressant, avec des standees en acrylique plutôt, avec un bon rendu, disons, et puis comment dirais-je, des petits crânes en impression plastique plutôt jolis, plutôt chiadés. Donc voilà, un petit jeu qui a l'air pas mal du tout, au demeurant, même s'il m'attire pas outre mesure, qui était relativement accessible financièrement parlant aussi. Donc je vous renvoie vers la vidéo en question qui était donc en avril. Au pire, vous cherchez sur les Ludovores sur YouTube et vous tapez Battleville Carnival, ça devrait pouvoir sortir normalement. Mais bon, pour revoir la présentation du jeu en question, qui va peut-être même faire un petit peu mieux sur Kickstarter que ce qu'il n'avait fait sur GameFound, ce qui serait pas totalement illogique puisqu'il y a plus de monde sur Kickstarter que sur GameFound. Mais bon, c'est un petit peu bizarre cette nouvelle stratégie de passer d'abord sur GameFound puis de passer ensuite sur Kickstarter pour certainement effectuer la production des jeux dans la foulée en même temps pour les deux campagnes. Donc peut-être même une livraison en simultané. C'est un peu étrange, j'avoue. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une faille du système, on va dire, de Kickstarter, même si je sais pas si on peut vraiment parler de faille. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Battleville Carnival, avec 7 jours qui restent avant la fin de la campagne, soit 6 lorsque vous verrez cette vidéo, et 326 contributeurs à l'heure actuelle. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier, Company of Heroes avec sa seconde édition et de nouvelles extensions. Donc ce jeu qui vous place dans la Seconde Guerre mondiale avec donc le débarquement et tout ce qui s'ensuit bien évidemment. Ça marche plutôt très bien, comme leur première campagne, ceci étant dit. On est sur une mécanique de précision, là, c'est de la science, encore une fois. 4400 contributeurs à ce jour, c'est plutôt très bon, ma foi. 798 000 € d'engrangés, c'est pas mal non plus, voire vraiment plutôt bon, à 7 jours de la fin de la campagne. Je vous renvoie bien évidemment vers le menu du crowdfunding du 3 juillet dernier, donc disais-je, et on va tout de suite aller voir. La campagne est immense en termes de profondeur, il y a beaucoup d'informations à aller explorer, mais on va voir directement les stretch goals qui étaient, voilà, ici. Les stretch goals, alors ça commençait, voilà, ici. On en a eu pas mal. Alors on a eu de nouvelles maps, des nouvelles tuiles, on a eu du nouveau matos avec encore plus de rejouabilité, encore plus de profondeur de gameplay potentiel, on a eu de nouvelles miniatures également. On a eu également des nouveaux jetons pour du solo par exemple, on a eu même des cubes de CP, alors je sais pas à quoi ça correspond pour le coup, des petits drapeaux, des porte-drapeaux pardon, des canons, des nouveaux chars également. Bref, il y a beaucoup de nouveaux matos qui vient s'intégrer au reste du jeu et vous pouvez suivre les plus récents stretch goals débloqués puisque juste en haut des stretch goals, la petite map qu'on l'a vue un peu plus tôt, vous avez également les plus récents qui sont dévoilés avec un petit peu plus de détails. Par exemple ici, ces Jackson Turrets, donc les chars qui sont ici, seront inclus dans l'extension Lost Brigades par exemple. Mais également ici, les Emplacement Models seront intégrés dans le British Player Set par exemple, etc. etc. Donc pour tous les amateurs de, de wargame, donc de jeux de guerre à proprement parler, avec beaucoup d'extensions et du matos supplémentaire, des bâtiments, des impressions 3D que vous pouvez ajouter sur votre carte, même si vous pouvez faire 100 en termes de gameplay, c'est quand même beaucoup plus immersif bien évidemment. Ou pour ceux également qui n'ont jamais eu le courage ou l'envie de s'y mettre, mais qui seraient un petit peu tentés cette fois-ci, ça peut être le bon moment, mais attention, vous le voyez avec tous les petits add-ons que l'on entreaperçoit ici,
ici, parce qu'il y a déjà 3 packs de terrain, et c'est pas le jeu de base, hein, c'est juste des terrains, donc juste des figurines de bâtiments, d'arbres, etc. pour aller agrémenter vos parties avec un peu plus d'immersion, plus le solo, plus le Fog of War qui coûte 40$ supplémentaires, plus Lost Brigade System, etc. Enfin bref, si vous ajoutez pas mal d'add-ons supplémentaires, en plus du jeu d'origine, etc., ça va coûter rapidement très cher. Pour vous dire, je pense que ça va coûter assez rapidement plus de 200-300 euros, j'imagine. On va aller voir juste par curiosité le pledge le plus conséquent. Ça peut monter jusqu'à 235$. Mais bon, apparemment, il y a énormément de matos. Si vous êtes un grand amateur de jeux de guerre, ça peut vraiment être un investissement qui vaut le coup. D'autant plus que c'est un jeu qui bénéficie d'excellents retours et pas forcément uniquement de, comment dirais-je, de vidéastes experts de Wargame, mais également au sein même de l'industrie. Par exemple, on voit ici Gavin Brown de Roxley Games qui en fait la surprise de la décennie. Donc bon, même si la décennie est pas bien vieille, il faut bien l'avouer, mais apparemment quand même, même dans l'industrie, les gens sont plutôt convaincus par le jeu. Voilà pour Company of Heroes, je vous renvoie vers la vidéo du 3 juillet dernier pour en apprendre un petit peu plus, éventuellement sur le jeu, ses mécanismes, son univers, bien évidemment, même si vous connaissez cet univers, c'est quand même très historique, si vous ne le connaissez pas, ressortez les manuels d'histoire et potassez un petit peu. Donc voilà pour Company of Heroes, 4400 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Je précise à nouveau, même si j'avais déjà fait dans le menu crowdfunding, que le jeu est disponible en français, c'est important de rappeler. Et donc pour l'instant, 800 000 euros d'engrangés. Ira-t-on chercher, agripper le million d'euros d'ici la fin de la campagne? Je pense que c'est jouable, faut voir. Également présenté dans le menu du 3 juillet dernier, Summit revient avec une troisième et apparemment dernière extension intitulée Sanity, qui se base pas mal sur la santé mentale de vos grimpeurs. Le jeu a pour l'instant accumulé 86 000$ avec 720 backers. Il reste 7 jours avant la fin de la campagne. Mais si vous aviez déjà regardé l'émission, donc dans la présentation du menu crowdfunding du 3 juillet dernier, vous savez déjà que pour ce qui est de la localisation en français, ça va être beaucoup plus compliqué que pour Teams et Yeti, les deux traductions précédentes, enfin les deux extensions précédentes qui avaient fait l'objet d'une traduction en français de manière bénévole. C'est un commentateur qui s'était occupé de la traduction de Teams et de Yeti à l'origine, qu'il avait fait gratuitement, donc bénévolement. Et du coup qui est un petit peu déçu de voir qu'on ne lui a même pas proposé apparemment de le faire pour Sanity, si j'ai bien compris, si j'ai les bons souvenirs en tout cas. Et du coup c'est assez décevant puisque si vous êtes intéressé par le jeu mais que vous n'êtes pas spécialement très ami avec la langue de Shakespeare, bon vous le pourrez potentiellement, mais il faudra aller chercher un add-on, voilà ici pour la French Translation, donc la traduction française à 5$ supplémentaires. Et on n'est pas du tout sûr que ça suffise pour autant. Il faudra 250 backers francophones pour espérer débloquer la traduction en français, alors qu'il l'avait fait bénévolement pour les deux précédentes extensions, voire peut-être même pour le jeu de base d'ailleurs. Et là, il faut ajouter 5$, et s'il le fait du coup bénévolement, c'est vraiment très étrange. Et en plus de ça, devoir payer 5$ de plus que tous les autres backers pour espérer potentiellement avoir sa langue disponible. Ouais, bof, c'est vraiment une approche assez étrange stratégiquement parlant. Pour le reste, y a-t-il eu des nouveautés? Alors oui, forcément, puisque il dévoile le contenu de ce pledge, voilà, de la Big Box au fur et à mesure de la campagne. Donc on avait un insert 3D pour permettre un rangement et également une installation du jeu un peu plus facilitée, disons. On a également maintenant des standees en acrylique qui sont venus s'ajouter au pledge, et également un petit playmat en néoprène qui est d'une valeur de 15$ qui vient s'intégrer à la Big Box également, et puis quelques autres petits trucs de ci de là qui ont l'air d'avoir un petit peu moins d'importance. Voilà, pour le reste, je vous renvoie sur la vidéo du 3 juillet dernier, bien évidemment. On va quand même faire un petit tour des côtés de stretch goals. Alors les stretch goals, c'était donc ici. On a eu donc de la double épaisseur pour les plateaux individuels, ce qui est plutôt un bel ajout en général, ça rajoute pas mal de valeur et c'est un vrai confort de gameplay également. L'insert qu'on a déjà entreaperçu, tout comme le playmat, tout comme les acryliques, etc. On aura aussi une boîte de l'extension avec du spot UV, donc une qualité de finition un petit peu améliorée. Et également, on aura du Silver Foil Logos sur la Big Box, donc peut-être un effet foil, un effet de surbrillance sur le logo de Summit de la Big Box apparemment. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Summit.
Un peu décevant quand même pour tous les francophones qui seraient intéressés par cette dernière extension, alors que les deux précédentes étaient disponibles en français. Pour celle-ci, il faudra ajouter 5 $ pour ne serait-ce qu'espérer une version francophone. Voilà pour Summit, il reste donc à peu près une semaine avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. 86 000 € d'engrangés avec 720 backers, c'est pas ridicule, hein, c'est vrai. On va certainement aller peut-être flirter avec les 1000, je pense que ce sera un petit peu moins, peut-être 950, quelque chose comme ça. Mais ça reste un peu décevant pour nous francophones. Encore des jeux qui m'étaient un petit peu passés sous le nez, du coup je ne les ai pas présentés dans le menu crowdfunding jusqu'à maintenant, c'est leur première apparition mais peut-être également leur dernière, quoique il reste 8 jours, donc on les reverra peut-être la semaine dernière. C'est un trio de jeux de print and play et roll and write, on en voit très souvent sur Kickstarter, c'est vraiment le format de jeu qui se prête le mieux au print and play, et donc ici 3 nouveaux print and play de Roll and Write qui sont disponibles en français qui plus est, mais également en allemand, en italien, en espagnol et même en ukrainien d'ailleurs. Le projet a attiré 350 contributeurs 8 jours de la fin de la campagne et engrangé 2350 € à l'heure actuelle. Et encore, bon, c'est relativement simple, on a l'habitude avec les print and play, c'est simple d'attirer pas mal de monde puisque ça coûte très peu cher. 5 € ici pour le coup, pour avoir ces 3 jeux. En l'occurrence, il s'agit de The Four Towers, suivi de Space Escape et enfin Green Thumb. Donc vous voyez, c'est des thématiques très différentes les unes des autres, mais après pour le reste, c'est relativement similaire. Un joueur, 5 à 10 minutes, un joueur, 5 à 10 minutes et un joueur, 5 à 10 minutes. Donc c'est vraiment des jeux très similaires dans leur approche mécanique, mais avec un univers radicalement différent en revanche. Voilà pour donc ce trio de jeux, Space Escape, The Four Towers et Green Thumb, pour l'éditeur Marco Saloni. Ok, je connaissais pas, apparemment c'est juste son nom de famille, mais je sais pas quel est le nom de sa boîte d'édition, mais bon, peu importe, à la limite on s'en fout un petit peu. Si vous êtes amateur de print and play, si en tout cas vous n'êtes pas trop récalcitrant à cette approche du monde ludique, et qu'en plus de ça vous aimez les roll and write, ça pourrait éventuellement être assez sympa. Ça a l'air d'être très orienté puzzle, mental et spatial visiblement. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa si on est amateur de ce genre de jeu. 8 jours avant la fin de la campagne, 350 contributeurs à l'heure actuelle. Présenté le 10 juillet dernier, donc il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding, émission dans laquelle je lui avais décerné le petit coup de cœur de la semaine, Colossus, le nouveau projet de Youssef Fari, avec actuellement 1580 contributeurs, 50 000 € d'engrangés, et il reste un petit peu plus d'une semaine, ce qui veut dire que potentiellement on le reverra peut-être une fois. Ça dépend du nombre d'heures exact, mais sur Kickstarter, je ne peux pas avoir ces informations-là. Donc on verra si on le retrouve encore une fois la semaine prochaine ou pas. Peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, comme d'habitude, hein, c'est une mécanique de précision. Hein, les jeux de chez Youssef en général, ça fait toujours des très bons scores. Ça aussi généralement entre 1500 et 2500 en gros, même si parfois il y a un petit peu moins sur certains jeux. Mais ici, c'est un excellent jeu, encore une fois, je le rappelle. Vous pourrez voir la review que j'en ai faite récemment. D'ailleurs, elle est maintenant sur la page. Petit instant de gloire, évidemment. Hein, ça fait quoi, 2 ou 3 fois, je crois qu'on apparaît maintenant sur une page Kickstarter. C'est toujours un plaisir. Nous voici, voilà, hein, aux côtés de grands noms tels que Nyx ou quelques Etrigan, Arié également, la Société des Jeux. Et maintenant, donc les Ludovores sont là, présents également, avec la petite review. Et puis d'ici peut-être on est mercredi au moment où vous verrez cette vidéo, donc peut-être que le jeudi, un jour après la publication de cette vidéo que vous regardez actuellement, on aura également une vidéo de gameplay, donc une partie entière qui sera disponible sur la chaîne. Et puis sachez également, si vous n'avez pas suivi la présentation dans le menu crowdfunding, que le jeu sera combinable avec Spirit of Eden, qui partage le même univers que Colossus, et donc vous pourrez les combiner l'un à l'autre pour pouvoir en fait simplement jouer à un jeu encore un petit peu différent, un peu plus profond également. Donc ça peut être vraiment très intéressant de ce point de vue-là, de pouvoir combiner les deux jeux qui, indépendamment l'un de l'autre, étaient déjà très bons, mais en plus pouvoir les jouer ensemble, en plus du fait qu'ils partagent le même univers, ça rend ça encore plus intéressant. Donc voilà pour Colossus, je vous renvoie vers la vidéo de présentation bien évidemment du 10 juillet dernier, mais je vous renvoie surtout vers la review que j'en ai faite, puisque c'est consacré essentiellement, exclusivement au jeu. Voilà pour Colossus, encore un très joli succès pour Youssef et Alone Editions, qui, à 8 jours de la fin de la campagne, je pense, pourrait aller chercher pas loin de 1800-1900 contributeurs. Ira-t-on jusqu'à 2000 ?
c'est pas impossible, ce serait un des plus beaux succès de Yosef à ce jour. Présenté le 26 juin dernier dans le menu crowdfunding, Immunization the Game, qui nous vient de Immunitarium, fait un bid. Voilà, c'est dit, je pense que maintenant c'est acté, hein, faut être honnête, ils se sont pris une tarte. Voilà. Malgré la possibilité d'avoir le jeu en 4 langues différentes, ça n'a pas attiré un public suffisant. Vous le voyez, 66 backers seulement à 8 jours de la fin de la campagne, 3400$ d'engrangés sur 10 000 nécessaires. Bon, disons-le tout de go, ça ne va pas financer. Pour ce petit jeu de 1 à 4 joueurs qui vous place dans la peau de scientifiques à la recherche de différents vaccins à rechercher, puis ensuite à stabiliser, puis à vendre sur le marché et ainsi de suite. C'est pas un jeu qui a l'air mauvais au demeurant, pour être tout à fait honnête. J'étais relativement surpris de voir que le jeu avait l'air d'avoir des mécanismes relativement intéressants, qui pouvaient tourner relativement bien sur la table, mais au-delà de ça, bon, en termes de direction artistique, c'est pas très joli, certes. Peut-être que la thématique maintenant de sauver le monde d'une maladie globale est un petit peu moins bien vue qu'il fut un temps, disons jusqu'à il y a 3 ans environ. Ou peut-être simplement qu'il y a aussi un manque de communication qui s'est fait sur cette campagne et qui n'a du coup pas pris. On a éventuellement quelques stretch goals à aller voir, mais bon, vous le verrez, ceux-ci en fait sont simplement des stretch goals hebdomadaires. En fait, on a dévoilé du matos supplémentaire une fois par semaine, donc un petit scorepad, donc un petit, comment dirais-je, un petit bloc-notes pour aller noter vos scores, un petit sac en coton, voilà, pour les tokens, etc. Et puis également des marqueurs, enfin des tokens en forme de microscope. Mais pour le reste, les vrais stretch goals, eux, ils sont bloqués puisque le jeu n'est pas financé du tout. On est très très loin du seuil de financement et ça ne va probablement pas financer à moins d'un énorme miracle. Même s'il y a une extension fournie à l'intérieur du jeu pour accompagner ça, pour montrer que le jeu est un peu plus riche que ce qu'il ne semble être véritablement. Mais non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, le virus n'a pas pris, voilà, tout simplement. Présenté la même semaine que Immunization, mais avec un succès un peu plus conséquent, Totemix sur la plateforme Ulule a déjà 8000€ d'engrangés, 236 contributions à 8 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu de puzzle coopératif avec une direction artistique relativement jolie. C'est pas magnifique, c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt charmant et ça peut être du coopératif assez sympa avec un bon petit puzzle spatial qui peut être plus difficile que ce qu'on peut penser éventuellement si on n'est pas très féru en la matière. Je sais que moi les puzzles spatials c'est pas forcément mon fort, j'aime bien, mais est-ce que je suis bon en la matière? Pas forcément. Mais en tout cas, allez voir du côté de chez Ulule, il reste environ une semaine pour éventuellement vous faire une idée. Sachez que pour ceux qui voudraient éventuellement avoir un peu plus de détails, vous avez également une vidéo du renard ludique, si je me souviens bien, voilà ça. Règles et avis pour tu joues ou quoi, et règles du jeu pour renard ludique, donc qui vous présente le jeu. On a aussi également Explique-moi ça, qui en a fait une vidéo sur Tabletop Simulator. Donc pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur la façon d'y jouer, vous pouvez aussi d'ailleurs le tester sur Tabletopia ou sur Tabletop Simulator également. Donc voilà pour Totemix qui fait plutôt une assez belle campagne, 236 contributeurs ça a l'air assez peu comme ça, mais du côté de chez Ulule c'est plutôt un joli score en réalité. Voilà, sans être extraordinaire, c'est quand même un résultat à saluer. Là, on arrive aux jeux qui, quoi qu'il arrive, referont une apparition sur le suivi du menu crowdfunding puisqu'il reste à l'heure actuelle 9 jours, soit 8 lorsque vous verrez cette vidéo. Autrement dit, on le reverra encore la semaine prochaine. Ceux d'avant, bon, ceux qui étaient encore à 8 jours à l'heure actuelle, peut-être qu'on les reverra la semaine prochaine, ça dépend du nombre d'heures qu'il restera. Là pour l'instant, je ne peux pas en donner plus de détails que ça. Mais Stardust Coffee, on le retrouvera la semaine prochaine. C'était un jeu qui avait été présenté le 26 juin dernier, en même temps que Totemix d'ailleurs, et qui a attiré en l'état 266 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. Projet qui est financé, ça y est, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière, c'est désormais fait, avec 8000€ d'engrangés sur 7369 nécessaires. Ce petit jeu de Hong Kong qui vous propose de faire le meilleur café, non pas de la planète, mais de l'univers tout entier, ou à défaut de la galaxie. C'est un petit peu perché, faut aller sur différentes planètes recueillir certains ingrédients qui nous permettront de faire le meilleur café de la galaxie. Alors c'est pas folichon visuellement parlant, mais bon, ça fait suffisamment le job visiblement pour attirer assez de contributeurs pour financer.
Et donc du coup je pense qu'on ira certainement chercher 350 contributeurs, mais pas plus d'ici la fin de la campagne à mon avis. Voilà pour Stardust Coffee, on parlera éventuellement des stretch goals s'il y en a, d'ailleurs j'ai pas regardé, la semaine prochaine, puisque il fera une dernière apparition avant la fin de sa campagne. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, The Grand Carnival et cette nouvelle extension en plus de la réimpression du jeu d'origine marche plutôt très bien du côté de ce Kickstarter. Enfin très bien, c'est pas un résultat extraordinaire non plus, mais 1273 contributeurs à 9 jours de la fin de campagne alors que le projet a lui-même été lancé il y a moins d'une semaine, c'est plutôt un résultat cohérent, positif on va dire, de la part de Uproarious Games qui avait déjà donc fait l'œuvre de Grand Carnival pour sa première campagne, hein, le jeu à l'origine de cette extension que l'on voit ici, de cette réimpression avec ce graphisme très Cuphead. Le jeu d'origine donc ici avait fait 1122 contributeurs. Or, vous le voyez, on a d'ores et déjà dépassé ce score, ce qui veut dire que le jeu d'origine, le jeu de base, a fait suffisamment bonne impression auprès des backers de la première campagne pour que sa réputation grandisse et qu'on aille chercher encore plus de contributeurs. Donc c'est plutôt bon signe en règle générale sur Kickstarter, sur GameFound, quand vous voyez une extension et que avant même la fin de la campagne, avant même les 2-3 derniers jours de la fin de la campagne, elle a déjà plus de contributeurs que la campagne d'origine, c'est que généralement le jeu est plutôt bon, ou en tout cas que les retours ont été plutôt positifs. Donc pour le reste, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding d'il y a 3 jours, le 10 juillet dernier, pour en apprendre plus, puisque entre temps il ne s'est pas passé grand chose, et qu'en plus de ça, les stretch goals, on les voit uniquement lors de la dernière semaine de campagne, autrement dit, la semaine prochaine. Voilà, on en reparlera brièvement la semaine prochaine, mais pour l'instant, The Grand Carnival a donc attiré 1275 contributeurs et 50 000 € d'engrangés. Et cette semaine, on termine par Nephilim Fraternité, le jeu de plateau, ou la version plateau du jeu qui était à l'origine un jeu de rôle, présenté dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier, avec un petit peu de retard à ce moment-là, mais on a rattrapé un petit peu quand même malgré tout. C'est un jeu de plateau coopératif dans l'univers de Nephilim, pour tous ceux qui connaîtraient potentiellement le jeu de rôle dont est tiré ce jeu de plateau. Vous l'avez vu déjà lorsque j'avais présenté le jeu, la direction artistique est vraiment très très belle. Est-ce que la qualité du matériel sera au rendez-vous elle aussi? C'est un petit peu dur d'en juger avec les images que l'on a ici à disposition, mais en tout cas ça a l'air d'être relativement bien foutu visuellement. La direction artistique est assez folle, on peut juste espérer que le matos sera d'une qualité qui suivra justement la qualité de cette direction artistique. Donc espérons des cartes suffisamment épaisses, des boîtes en carton bien épais et bien rigide, peut-être des plateaux de double épaisseur ou que sais-je si c'est nécessaire d'ailleurs, mais en tout cas si c'est aussi bon que ce que laisse présager la direction artistique, ça pourrait être très 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 sympa. Et en plus ça se base sur un univers relativement riche, je l'imagine en tout cas, puisque les univers développés pour les jeux de rôle généralement sont relativement riches et relativement étoffés. Donc on peut espérer que ce sera le cas également pour Nephilim Fraternité, qui se base donc sur ce jeu de rôle. Mais en tout cas, visuellement, c'est toujours aussi beau. Donc voilà, il reste actuellement 10 jours avant la fin de la campagne, donc on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine, mais en l'état, du côté de Game on Tabletop, qui fait généralement pas des scores immenses non plus, et bien ici, 340 contributeurs, c'est quand même pas mal du tout, même si c'est pas extraordinaire, c'est quand même un très bon score, avec 40 000 € d'engrangés pour l'instant. Et donc 10 jours avant la fin de la campagne, on en reparlera brièvement la semaine prochaine. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le suivi du menu crowdfunding de cette semaine. Dites-moi les jeux que vous avez potentiellement backés ou non, ceux qui vous intéressent, ceux pour lesquels vous êtes encore en cours de réflexion. Et je me rends compte, après 50 minutes d'enregistrement, que j'avais oublié d'allumer ma petite loupiote d'ajustement. Voilà. Comme ça aurait été un petit peu mieux, hein. Jour, nuit, comme disaient les visiteurs. Voilà, nuit, jour. Voilà. Bon, c'est à peine mieux, hein. Franchement ça n'est pas une grande différence, mais bon, bref, je l'ai oublié. Tiens, dites-moi, au passage, par curiosité, est-ce que c'est mieux avec ou est-ce que c'est mieux sans? Ou est-ce qu'on s'en fout royalement parce que on regarde même pas la vidéo, on l'écoute en fond sonore mais sans vraiment regarder? Parce que très honnêtement, des vidéos de cette longueur, moi je suis plutôt justement adepte de mettre ça en fond sonore, d'écouter et de regarder uniquement les passages qui m'intéressent particulièrement. Mais du coup je serais curieux de savoir justement, c'est l'occasion ou jamais, de vous demander, est-ce que vous regardez le menu ou son suivi d'ailleurs véritablement, ou est-ce que vous le mettez en fond sonore? Voilà, juste par curiosité.
si vous pouviez répondre. Juste par curiosité, j'aimerais bien savoir si vous êtes nombreux à être un petit peu comme moi, à écouter plutôt qu'à regarder YouTube. Voilà, par curiosité. Et puis ma foi, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement, d'abord demain pour la vidéo de gameplay de Colossus, et puis ensuite pour le menu crowdfunding qui suivra le dimanche prochain, bien évidemment, comme chaque semaine, même si entre-temps, ceux qui suivent la chaîne depuis suffisamment longtemps le sauront, mais entre-temps, peut-être qu'un heureux événement viendra un petit peu perturber le planning, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien si vous le pouvez dans la semaine, et puis à la prochaine!